Bonjour, je suis heureuse d'être avec vous pour vous parler de Marceline Desbordes-Valmore comme lectrice dans le cadre du festival Résonance consacré au rapport auteur-lecteur, titre dans lequel on n'entend malheureusement pas beaucoup que derrière chacun de ces termes, il peut y avoir une femme qui lit ou une femme qui écrit. Mes remerciements vont au réseau des maisons d'écrivains des Hauts-de-France, à Jean Villebas, son président, à Aurélie de Vauchel, la coordinatrice, et puis à toute l'équipe, à toutes celles et tous ceux grâce à qui nos activités peuvent se poursuivre pendant cette longue période de pandémie. Je regrette que cette conférence que l'on avait annoncée comme en présence, ce qui vous aurait permis de réagir, de poser des questions, et ce qui m'aurait donné l'occasion de vous répondre, soit finalement enregistrée et non en direct, et elle ne peut donc être suivie de questions, mais ma très mauvaise qualité de connexion le samedi après-midi rendait l'exercice difficile et risquait de compromettre le déroulement de la chose. Il va de soi que si vous avez la curiosité d'en savoir plus, si vous voulez me poser des questions par la suite, vous pourrez le faire à travers le site de la Société des études Marceline Desbordes-Valmore ou sans doute à travers le réseau des maisons d'écrivains, et je me ferai un plaisir de vous répondre dans la mesure où je le peux. Marceline Desbordes-Valmore est concernée par une réflexion sur les relations entre auteur et lecteur, autrice et lectrice. Je dirais, comme tous les écrivains du réseau, en ce qu'elle-même a lu des écrivains qui l'ont précédée, qui sont ses contemporains, certains d'ailleurs présents dans le réseau et dans ce festival, puisqu'elle est lectrice de La Fontaine, de Fénelon, nous allons en reparler au cours de ce propos, mais aussi d'Alexandre Dumas père, qui est un ami à qui elle est liée par le monde du théâtre, un écrivain qu'elle aime et qu'elle admire, et quelqu'un qui a signé la préface de son recueil de poèmes romantiques Les Pleurs en 1833. Elle est aussi, de son temps et beaucoup par la suite, lue, citée, imitée ou réécrite par des écrivains beaucoup plus nombreux et divers qu'on ne le sait, mais c'est là un autre sujet dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Donc mon propos va se centrer sur sa pratique de lectrice avec une question qui sera celle de définir une position assez originale qui est la sienne. Parce qu'elle est femme, mais aussi parce que, issue d'un milieu populaire et ayant vécu dans une période révolutionnaire troublée et dans une situation familiale elle-même troublée, il n'allait pas de soi, mais pas du tout, qu'elle ait accès, tout simplement, à la lecture et à l'écriture, et en tout cas qu'elle en acquiert une parfaite maîtrise. Et cette situation, on en conviendra, est assez rare chez des écrivains reconnus et inscrits dans la tradition littéraire, surtout pour le XIXe siècle. Pour aborder une telle situation, il y a deux grands écueils à éviter. Le premier, c'est d'insister à plaisir sur son ignorance ou sa supposée ignorance. C'est quelque chose que la critique a beaucoup fait. On présente Marceline Desbordes-Valmore comme une sorte d'idiote et d'inculte au grand cœur qui aurait écrit comme l'oiseau chante, sans modèle et sans travail. Et cette vision, on la trouve sous la plume de grands écrivains et critiques, y compris sous la plume de ses admirateurs. On pourrait citer par exemple un passage de Stefan Zweig, l'écrivain autrichien, dans l'ouvrage qu'il lui a consacré. Zweig s'est intéressé à Marceline Desbordes-Valmore à de nombreuses reprises. Elle a occupé un moment de sa vie et cet ouvrage vient d'être réédité, très bien présenté, en livre de poche. Alors, dans cet ouvrage, Zweig dit ceci qui est assez frappant. Disgracié du sort, déshérité de la fortune, paria de l'amour,
Marceline Desbordes-Valmore ne fut pas plus favorisée comme poétesse. Toute sa vie, les trésors princiers de la langue lui restèrent fermés. Jamais elle n'a, pour parer le corps brûlant de sa poésie, les brillantes, étincelantes et chatoyantes pierreries des mots rares, les fermoirs artistiques des montures ciselées et, royal ornement, les antiques joyaux d'une culture reçue en héritage et enrichie par l'instruction. Elle n'a, pour acheter la libération de son sentiment, que la menue monnaie de la langue quotidienne, le vocabulaire d'un homme quelconque, presque d'un enfant. Marceline Desbordes-Valmore est autodidacte et sa formation intellectuelle est plutôt au-dessous de la moyenne de l'époque. Dans sa courte jeunesse, elle a peu appris. Elle est allée tard à l'école. Ici, il cite un vers. À 10 ans, je ne savais rien que d'être heureuse. Poursuivant, et prématurément jetée dans la vie, les livres lui sont tombés des mains. Jamais le sort ne lui a laissé assez de répit pour améliorer son instruction. Jamais cette grande poétesse n'a possédé la chose la plus élémentaire, l'orthographe. Une bonne partie de ses vers durent tout d'abord subir des retouches avant d'être livrés à l'impression, et dans ses lettres, les incorrections fourmillent comme poissons dans la rivière. Alors, ce qui est très frappant dans ce texte, c'est le mélange de vérité, elle est peu et tard allée à l'école, de semi-vérité, elle a une culture au-dessous de la moyenne de son époque, et puis de contre-vérité absolue. Elle avait une orthographe parfois fantaisiste ou hésitante, en particulier s'agissant des noms propres, mais une orthographe qui n'est pas du tout scandaleuse par rapport à la moyenne de son époque, y compris sous la plume de gens plus instruits et plus cultivés qu'elle. Et puis, on ne peut pas dire du tout que les livres lui sont tombés des mains et qu'elle n'a eu aucune instruction. Donc, on voit ici le poids d'un cliché qui tient à l'attachement à une image légendaire et aussi peut-être à une forme de misogynie subtile qui aime les femmes, mais les femmes à condition qu'elles ne soient pas trop savantes. Cependant, cette vision des choses, dès qu'on y réfléchit, frise l'absurde. Il est évident que Marceline Desbordes-Valmore avait au moins la culture d'une comédienne, c'est-à-dire de quelqu'un qui a appris par cœur des milliers de vers appartenant à tous les répertoires, y compris au répertoire classique. Elle a joué Racine et Corneille. Puis, nous allons voir que elle avait, peut-être pas au départ, mais elle a acquis une culture qui dépasse très largement ce répertoire. On pourrait en prendre pour preuve le fait que l'un des tableaux les plus anciens que l'on ait la représentant, et la représentant avec certitude, la montre avec un livre posé sur la table qui est devant elle. Vous pouvez voir ici un tableau par Constant Desbordes, donc comme le nom l'indique clairement, il s'agit de l'oncle de la poète, son oncle côté paternel, c'est le frère de son père, qui la représente à une date qui fait débat. Je dirais pour le moment, j'y reviendrai un petit peu plus tard, au début des années 1810. Ce tableau est conservé au musée de la Chartreuse de Douai. Vous pouvez en lire un commentaire plus détaillé dont je m'inspirerai pour les quelques mots que je vais en dire sur le site de notre association. Cette analyse est due à Anne Labourdette qui a dirigé le musée de la Chartreuse et qui avait consacré à Marceline Desbordes-Valmore une belle exposition en 2009. Alors, sur ce portrait, on voit une jeune femme dans une pose rêveuse ou méditative, les yeux au ciel, et pour reprendre le jeu sur le mot auquel se livre Anne Labourdette, à la fois dans une pose au sens pictural, et on peut voir ici des réminiscences de tableaux connus, et dans une pose au sens d'interruption pendant une lecture, puisque un livre est posé devant elle,
que sans doute elle est en train de lire, mais qui a suscité chez elle la rêverie ou l'interrogation, et on est ici dans un temps d'interruption. Cet ouvrage, on peut l'identifier lorsque l'on peut s'approcher du tableau, ce sont des œuvres de Fénelon. Fénelon est une lecture répandue à l'époque, en particulier le Télémaque, qui est vraiment un livre de base pour l'éducation plutôt des garçons, au départ des garçons de familles princières ou aristocratiques, et puis très vite le livre est devenu un classique de la littérature enfantine et éducative. On sait que Fénelon s'est préoccupé aussi de l'éducation des filles, cela peut expliquer que sa lecture leur soit également proposée. Toujours est-il que l'on voit ici Marceline Desbordes-Valmore, autodidacte certes, mais en train de lire un ouvrage qui est un classique et de le méditer ou d'y réfléchir. Elle a donc lu les classiques ou certains classiques. Il est toutefois certain qu'elle n'a pas la même bibliothèque que ses grands contemporains. Et à vrai dire, on peut même se demander si elle a eu pendant longtemps, à proprement parler, une bibliothèque. La question pardon, se pose concrètement en raison de la grande pauvreté qui a été la sienne, notamment dans sa jeunesse, et puis à d'autres moments difficiles de sa vie qui ne lui permettaient guère d'acquérir des livres et une bibliothèque, en raison aussi des innombrables déménagements qui ont marqué sa vie, de comédienne d'abord, puis d'épouse d'un homme de théâtre ensuite. En un sens plus figuré, on peut ajouter qu'elle n'avait pas la même bibliothèque que ses contemporains parce qu'elle n'avait pas fait toutes les lectures qui composaient la formation d'un homme cultivé de son temps, ni même toutes les lectures d'une femme cultivée de son temps, mais que, en revanche, elle en avait peut-être fait d'autres plus atypiques. En tout cas, lisant les mêmes textes, les mêmes chefs-d'œuvre constitutifs d'un héritage commun, elle y avait accès différemment à d'autres moments de sa vie selon d'autres modalités, et sans doute les a-t-elle lus aussi pour cette raison autrement. Donc, c'est ici l'occasion d'évoquer le deuxième écueil lorsque l'on songe à sa formation, dans la volonté de réhabiliter son œuvre ou de rendre visible la part qui occupe la culture et un vrai travail d'écriture. On est tenté de réfléchir à partir d'une idée de la lecture et de la tradition et la culture littéraire que l'on conçoit selon un modèle unique ou simplifié sans même en avoir forcément conscience. Alors, ce modèle présupposé, comme évident, est en fait construit d'une part à partir de nos propres expériences de lecture et de notre propre apprentissage scolaire. Et ici, on court évidemment un risque d'anachronisme parce que s'agissant du tout premier 19e siècle, les traditions et les formations scolaires sont toutes différentes. Et puis, parce que même en se situant au 19e siècle, ce que nous en savons est pensé et construit à partir de ce qu'en disent les écrivains majeurs, ce qu'ils disent de leur lecture, de leur propre formation, et ce que nous savons ainsi est de fait élitiste, masculin largement, laissant de nombreuses expériences atypiques de côté. En effet, à la différence des grands de la génération romantique, Marceline Desbordes-Valmore n'est pas allée au collège, elle est très peu allée à l'école, elle n'a pas appris le latin, elle n'a pas appris la rhétorique, elle n'est pas passée par les exercices classiques auxquels étaient soumis les collégiens. De surcroît, elle n'avait pas accès à une bibliothèque familiale dans laquelle venir puiser, non plus qu'à la bibliothèque d'une institution à laquelle elle aurait appartenu. À la différence des écrivaines les plus connues de son temps, je pense particulièrement à Germaine de Staël et à George Sand, elle n'a pas accès privilégié à la culture écrite par la vie familiale, donc le salon de sa mère pour Germaine Necker
ou la magnifique bibliothèque de Nohant pour George Sand. Et même si on pense un petit peu plus tard à Colette, provinciale comme Marceline Desbordes-Valmore et ayant de surcroît grandi en milieu rural, Colette toutefois vient d'une famille aisée et cultivée. Il y a donc une bibliothèque chez elle et surtout, elle vit bien plus tard, sous la Troisième République, dans une période où presque tous les enfants vont au moins un peu à l'école. Et c'est d'ailleurs le sujet de l'un des Claudines ultra célèbres. Donc, pour comprendre le rapport à la lecture de Marceline Desbordes-Valmore, il importe de se rappeler qu'elle a vécu dans un moment qu'on peut dire de transition, marqué fortement par l'héritage d'une culture qui est encore de transmission orale, mais alors qu'est en train d'advenir une diffusion de plus en plus importante, et je dirais de plus en plus inévitable, de la culture écrite, imprimée, dont l'essor au cours du XIXe siècle est considérable et va très profondément transformer la société. Alors, cette transformation qui va s'accélérant est due, d'une part, bien sûr, et surtout peut-être à des changements politiques. Après l'impulsion donnée par la Révolution française, on sait que l'alphabétisation et la scolarisation augmentent, même s'il y a des moments de recul, des hauts et des bas, et puis surtout si les rythmes de développement diffèrent de façon considérable selon les lieux géographiques, selon les milieux sociaux, et aussi dans une importante inégalité de genre, puisque le développement de la scolarisation des filles connaît un retard important sur le développement de la scolarisation des garçons. Mais cette transformation est due aussi aux progrès technologiques de toutes sortes, que ce soit la fabrication du papier, les techniques de gravure et d'impression, les moyens de transport qui permettent de diffuser plus rapidement. Et tout ceci permet une diffusion de l'écrit imprimé beaucoup plus large, beaucoup plus rapide, sur des supports extrêmement divers. Je pense à l'essor de la presse, mais aussi à celui des éditions populaires, souvent illustrées, au rôle des cabinets de lecture ou encore à la diffusion sur des feuilles qui circulent de romances ou de chansons. Et là aussi, bien sûr, selon des rythmes et sous des formes variables. Même l'écriture sous sa forme manuscrite se diffuse davantage, la poste est désormais plus sûre, l'apprentissage plus répandu de la lecture et de l'écriture, tout cela fait que la pratique de la correspondance se généralise et se démocratise. Et on sait que Marceline Desbordes-Valmore a été une épistolière, je ne dirais pas infatigable, parce qu'elle dit souvent sa fatigue devant le temps que lui prend la correspondance et la réponse aux nombreuses lettres qu'elle reçoit, mais une épistolière généreuse et abondante. Donc, face à sa façon d'écrire dans la sphère intime et plus encore dans la sphère publique, il nous faut apprendre à la lire un petit peu différemment, à comprendre un rapport à la lecture et à l'écriture qui était celui de celles et de ceux nombreux à son époque qui n'étaient pas en position privilégiée d'acquisition et de maîtrise d'une culture lettrée savante, mais qui n'étaient pas pourtant complètement en dehors de celle-ci et qui y avaient accès à leur façon et qui participaient aussi à son enrichissement et à sa production. Alors, dans ce contexte, comment définir la position propre de Marceline Desbordes-Valmore? Elle a une conscience très précise de ces transformations et elle se définit face à elles de façon très ambivalente. Volontiers, elle se décrit elle-même peu savante, ou seulement savante au bonheur. C'était un des vers cités par Stefan Zweig. Et évidemment, disant ceci, elle contribue elle-même à forger sa légende d'ignorante au grand cœur. Ce faisant, elle reproduit aussi une attitude qui était celle de sa mère, Catherine Desbordes, qui pourtant, alors
a été elle-même réellement illettrée, hein, elle ne s'est pas assignée lors de son mariage, mais comme l'a bien montré son biographe Francis Ambrière dans Le siècle des Valmore, elle a certainement eu une volonté farouche de s'arracher à sa condition d'illettrée, puisque quelques années plus tard, elle est en état de signer avec aisance, dit-il, par exemple pour le baptême d'enfant dont elle était la marraine. Et cependant, cette femme qui s'est battue pour apprendre à lire et à écrire avait, si l'on en croit le témoignage de sa fille dans les poèmes, une attitude qui nous paraît aujourd'hui très archaïque, puisqu'elle se méfiait pour elle-même, pour ses enfants, et en particulier pour sa fille, de trop de savoir. Trop de lecture, trop de savoir lui faisait peur, lui semblait présenter un danger, en particulier pour les humbles et pour les femmes. Alors, Marceline Desbordes-Valmore reproduit d'une certaine façon cette attitude, notamment vis-à-vis de ses filles, et on la voit souvent manifester une défiance étonnée, voire agacée, face à l'avidité tout à fait manifeste de sa fille aînée, Hyacinthe, dite Ondine, pour le savoir, la lecture, l'écriture. Alors, il faut rappeler que Ondine va se mettre à écrire, elle aussi, de la poésie et des contes, qu'elle va devenir institutrice. Elle aura une relation privilégiée d'amitié amoureuse avec le critique Sainte-Beuve, et elle est visiblement fascinée par son immense savoir. Et puis, en 1848, elle jouera un rôle important dans la commission mise en place par le gouvernement provisoire pour l'éducation des filles. C'est vraiment, selon l'expression de sa mère, une charmante lettrée, mais on entend bien une certaine réserve ou une certaine ironie dans cette expression, et cette charmante lettrée, c'est à la fois ce que Marceline Desbordes-Valmore n'a pas elle-même voulu devenir, elle ne voulait pas être considérée ainsi, et puis c'est ce qu'elle aurait préféré que sa fille ne devienne pas, et elle a visiblement été persuadée que l'aggravation de la maladie d'Ondine, la tuberculose, qui va l'emporter en 1853, était due pour partie à un excès de travail intellectuel. Cette attitude ambivalente tient certainement à la modestie qui est généralement la sienne, une modestie à la fois parfaitement sincère et comportant une part de stratégie, hein, puisqu'elle espère certainement par là se protéger des critiques et les prévenir. Donc, jamais elle ne pose à la femme de lettres, ni à la femme savante. Elle veut éviter le ridicule en ayant bien conscience de ses limites, de son caractère autodidacte, mais elle espère aussi désamorcer ainsi l'hostilité contemporaine envers les bas bleus, et elle y parvient jusqu'à un certain point, mais pas toujours, et pas auprès de tous. Toutefois, cette attitude de modestie mise en avant est aussi fondée sur autre chose qui est un attachement extrêmement profond à la culture traditionnelle, régionale et pour large partie orale dont elle vient, qu'elle associe au bonheur toujours présenté comme paradisiaque dans ses poèmes de sa petite enfance à Douai, mais dont elle sait surtout tout ce qu'elle lui doit. Alors, sur le plan humain, bien sûr, une petite enfance heureuse, mais aussi d'un point de vue littéraire et poétique. Et un récit de la venue à l'écriture se reproduit de poème en poème, tout à fait frappant et original, dans lequel elle donne à percevoir que c'est parce qu'on lui a parlé, on lui a raconté, quand elle était enfant, au sein d'une communauté qu'elle aime à représenter unie et heureuse, hein, à travers des chants, des contes, des prières, des rencontres, des discours. C'est donc pour toutes ces raisons que elle-même, qui a d'abord écouté et partagé, s'est mise à parler, puis à chanter, puis à écrire, et deviendra poète. Alors, ceci, elle l'évoque
exemplairement dans une scène de veillée dans un foyer pauvre mais heureux et rassemblé, dans un poème tardif, peut-être moins connu que d'autres grands poèmes de l'enfance, et qui s'intitule Départ de Lyon. Donc, je vais maintenant vous reproduire une partie de ce poème. Le poème s'intitule Départ de Lyon parce que c'est sans doute là qu'il a été écrit alors que la poète qui n'aimait pas cette ville avait une ardente nostalgie de sa ville natale, et il est dédié à une femme de lettres lyonnaise, Antoinette Carré. Évoquant l'impossibilité de revenir au pays natal, la poète écrit ceci. Mais quoi? Mon esprit seul, ardent missionnaire, a revu le vieux chaume ébranlé par les vents et le grillon chanteur qu'on disait centenaire au creux de l'âtre éteint que peuplaient 8 enfants. 8 esprits curieux du passé doux à croire, dont le docte Grillon savait la longue histoire, alors que frères et sœurs, me prêtant leurs genoux, disaient « Viens, Marceline, écoutez avec nous ». Tandis que, poursuivant la tâche commencée, l'aiguille s'envolait, régulière et pressée, soumise au raconteur, j'écoutais tout le soir ce qu'à travers son siècle un grillon a pu voir. J'écoutais, moi, plus frêle et partant plus aimée, toute prise au rayon de la lampe allumée, je veillais tard, ô joie, et le crieur de nuit sonnait, sans m'effrayer, pour les morts à minuit. Ici, exemplairement, on voit ce que c'est que de recevoir du langage et des formes littéraires orales, des contes, des récits, y compris une histoire, dans une communauté qui la partage. Et à cette tradition d'écoute partagée, la poète entend se montrer fidèle. Elle ne va jamais cesser de reconnaître sa dette envers ce moment et cette formation. Alors, parmi les plus remarquables poèmes, on peut ici citer Un ruisseau de Lascar, ou encore Le puits de Notre-Dame à Douai, 2 poèmes tardifs publiés dans les poésies inédites. Et en même temps, elle perçoit que cette communauté, cette culture régionale orale de son enfance est menacée, et elle souhaite bien sûr qu'elle ne disparaisse pas. Alors cette crainte très forte chez elle est loin bien sûr d'être isolée dans cette période. D'abord, tous les contemporains ont le sentiment de vivre un moment de transformation accélérée. Et puis, on sait que les romantiques ont été de grands collecteurs de chansons, de proverbes, de contes populaires, qu'ils se sont intéressés aux parlers régionaux et aux dialectes. Un peu plus tardivement en France qu'en Allemagne, par exemple, mais ils l'ont fait. Et Marceline Desbordes-Valmore s'intéressait à ces mouvements de collecte. Elle était très amie avec, enfin à distance, ils se voyaient peu, mais ils s'écrivaient avec le poète breton Auguste Briseux, lui-même resté fidèle à la culture bretonne, dans laquelle il puise à la fois des modèles et qu'il essaye de faire connaître sous une forme écrite de transmission. Et un petit peu sur ce modèle, elle lit avec beaucoup de régularité et d'attention des publications locales comme le Mémorial de Lascar ou la Revue du Nord de la France, et elle y contribue très volontiers à chaque fois qu'on la sollicite ou spontanément. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet attachement très fort ne se joue pas cependant contre une culture classique lettrée, savante, nationale, voire européenne ou internationale. Ceci vaut de façon générale, hein. Et par exemple, Briseux, que j'évoquais à l'instant, qui veut faire découvrir la culture bretonne et qui puise, est aussi un traducteur de Dante, hein, même si on peut aujourd'hui discuter ses choix de traduction. Et il en va de même pour Marceline Desbordes-Valmore, qui sait bien tout le prix de la lecture et comme permettant d'accéder à une culture autre que cette culture originelle, orale et régionale, hein, et qui s'empare avec beaucoup d'ouverture et de curiosité de tout ce qui vient à elle, mais aussi qui souhaite élargir de façon plus méthodique et volontariste le champ de ses connaissances et de ses lectures. Dans son œuvre, en vers et en prose,
elle ne cesse d'affirmer l'importance de la lecture dans cette position vraiment très singulière qui est qu'elle ne considère pas que apprendre à lire va de soi. Les témoignages sur leur lecture de la plupart de ces grands contemporains ou contemporaines mettent surtout l'accent sur des choix, sur les livres qui les ont frappés, sur les effets qu'ils ont produits sur leur enfance et leur devenir. Ils mentionnent éventuellement leur précocité, au contraire leur difficulté, mais ils sont dans un monde où il va de soi d'apprendre à lire. Pour Marceline Desbordes-Valmore, ce n'est pas le cas. Elle en a conscience et elle ose le dire. Et ceci, c'est quelque chose de très original et d'une certaine façon de très précieux. Alors, c'est évidemment émouvant et touche certainement lecteurs et lectrices qui partagent avec elle une telle position, hein, et ils devaient être nombreux. C'est fondamental pour comprendre son œuvre et son rapport au savoir et à la culture. Et puis, c'est aussi un témoignage très précieux parce que tous les historiens de la lecture nous disent combien il est difficile d'avoir accès aux conditions concrètes et aussi aux conditions subjectives d'apprentissage. Et ceci, l'œuvre de Marceline Desbordes-Valmore nous en offre une occasion tout à fait remarquable. Alors, comment a-t-elle appris à lire? À l'école, certainement, mais tard et peu. Or, c'est les scènes de lecture scolaire ou de trajet vers l'école sont bien présents dans l'œuvre et dans les poèmes de l'enfance. Il y a donc là une surreprésentation qui indique bien l'importance et de l'école et de la lecture à ses yeux et qui a toute une portée symbolique. L'école, elle est pour elle attachée à ce moment heureux d'avant le départ de Douai, bien sûr, mais elle est aussi le lieu d'une enfance en commun, d'un apprentissage en commun, avec une soumission de tous à des règles communes. Et on sent bien que c'est cette expérience qui est convoquée en même temps que la lecture quand il est question de l'école. Alors, deux exemples empruntés à deux grands poèmes connus de moments très différents. Tristesse d'abord, long poème qui paraît dans Les Pleurs en 1833, dans lequel elle dit sa tristesse infinie de ne pas revoir les lieux de l'enfance et de penser que pour beaucoup, ils sont perdus. Le poème se décline donc en une série de ne plus, et voici vers la fin ce qui est dit de l'école. Ne plus passer devant l'école bourdonnante, cage en fleurs où couvaient, où fermentaient nos jours, où j'entendis, captive, une voix résonnante et chère, à ma prison, m'enlever frissonnante, voix de mon père, ô voix, m'appelez-vous toujours? Non. Ici se manifeste très clairement l'ambivalence que j'ai évoquée. Hein. L'école est une cage en fleurs dont l'enfant est captive, mais d'une certaine façon heureuse d'être captive parmi cette école bourdonnante, parmi les autres enfants, et heureuse aussi d'être appelée par un en dehors qui est ici la voix du Père. Même relation dans le poème tardif La fileuse et l'enfant, qui paraît dans les poésies inédites et qui est un des deux poèmes écrits en vers de 11 syllabes. Les deux premiers vers disent « J'appris à chanter en allant à l'école. Les enfants joyeux aiment tant les chansons. » Donc à l'école est lié l'apprentissage, est lié la joie, un début de vie, et en même temps, l'enfant apprend aussi en dehors de l'école. Elle apprend à chanter en chemin, en particulier dans les visites que Buissonnière, elle rend à la vieille fileuse qui lui transmet tout un savoir. Dehors et dedans, apprentissage d'une culture écrite et attachement à une transmission orale, telle est bien la position fondamentale de Marceline Desbordes-Valmore. Autant et certainement plus qu'à l'école, elle apprend auprès de sa sœur aînée, Cécile.
D'après son biographe Francis Ambrière, Cécile elle-même, la sœur aînée de la famille Valmore, a dû aller à l'école tardivement auprès de sa tante Thérèse Saget, qui était devenue institutrice lorsque les religieuses ont été chassées de leur fonction traditionnelle d'enseignante sous la Révolution, donc vers 1792, et ensuite elle transmet son savoir à sa plus jeune sœur. Alors, ceci est longuement évoqué dans le très beau poème Jour d'été qui ouvre le recueil Bouquets et prières et qui commence par ce vers remarquable: Ma sœur m'aimait en mer, elle m'apprit à lire. Donc, apprendre à lire, c'est un témoignage et une preuve d'amour, ce qui n'empêche ensuite la poète d'expliquer combien, enfant, elle était plutôt buissonnière, distraite, rêveuse, sans cesse sollicitée par le monde, et dans la conviction enfantine première que le livre va la détourner du monde. Mais l'enfant ne sait pas qu'apprendre, c'est courir, et qu'on lui donne assis le monde à parcourir. Voir, voir, l'enfant veut voir les doux bruits de la rue, Albertine charmante à la vitre apparue, élevant ses bouquets et ses volants, là-bas, les jeux qui m'attendaient ne commençaient pas. Oh, le livre avait tort. Tous les livres du monde ne valaient pas un chant de la lointaine ronde où mon âme sans moi tournait de main en main quand ma sœur avait dit « Tu n'en seras demain, demain, c'était jamais ». Or, peu à peu, on voit au fil même de ce poème s'amorcer un déplacement et un renversement, puisque apprendre à lire permet d'entrer dans cette communauté humaine, d'entrer dans une autre ronde que celle des enfants qui chantent, d'entrer dans l'histoire et dans une conscience de l'histoire, avec tout ce que cela implique de douleur et de perte d'illusion et d'innocence. Mais cette perte est, d'une certaine façon, acceptée aussi à travers le livre, parce que la lecture permet d'apprécier le prix de la vie et permet même de faire le sens de la vie et des relations humaines. Alors, vient un long moment que je vais lire en effectuant quelques coupes où, dans ce même poème, Jour d'été, la poète décrit la façon dont, ayant enfin appris à lire, elle peut mettre en pratique cet apprentissage dans le déchiffrage d'une tombe. Et il s'agit de la tombe d'un enfant né avant elle et mort en bas âge dans sa famille. Mais j'épelais enfin. L'esprit et la lumière éclairaient par degrés la page, la première d'un beau livre terni sous mes doigts, sous mes pleurs, où la Bible aux enfants ouvre toutes ses fleurs. Pourtant, c'est par le cœur, cette Bible vivante, que je compris bientôt qu'on me faisait savante. Un frêle enfant manquait aux genoux de ma mère. Il s'était comme enfui par une bise amère et disparu du rang de ses petits amis au berceau blanc le soir, il ne fut pas remis. Ce vague souvenir sur ma jeune pensée avait pesé 2 ans et puis m'avait laissé. Je ne comprenais plus pourquoi, pâle de pleurs, ma mère, vers l'église, allait avec ses fleurs. J'y pense. Un jour de tienne et pâle automne, après le mois qui consume et qui tonne, près de ma sœur, et ma main dans sa main, de Notre-Dame ayant pris le chemin tout sinueux, planté de croix fleuries, où se mouraient des couronnes flétries, je regardais avec saisissement ce que ma sœur saluait tristement. La lune large avant la nuit levée, comme une lampe avant l'heure éprouvée, d'un reflet rouge enluminait les croix, l'église blanche et tous ses lits étroits. Là, j'épelais notre nom de famille et je pâlis, faible petite fille. Puis, mot à mot, notre dernier venu est passé là vers le monde inconnu. Cette leçon au pied de Notre-Dame mouilla mes yeux et dessilla mon âme. Je savais lire et j'appris sous des fleurs ce qu'une mère aime avec tant de pleurs. Je savais lire et je pleurais moi-même.
Merci, ma sœur. On pleure dès qu'on aime. Dans la culture occidentale chrétienne, en général, le désir de savoir, libido sciendi, est associé au désir érotique et pour cela chargé d'une part de culpabilité ou de réprobation. Ceci est assez peu présent chez Marceline Desbordes-Valmore. En revanche, comme on vient de l'entendre ici, l'apprentissage de la lecture est associé très étroitement chez elle à la prise de conscience de la mort, d'une condition humaine et terrestre mortelle, et conduit en même temps à une forme d'acceptation et de dépassement de celle-ci. Alors, jusqu'ici, l'apprentissage évoqué peut être douloureux, mais il est d'une certaine façon normal ou relevant de l'expérience commune, quoique dans une période troublée. Les choses changent lorsque la fillette est arrachée brutalement à l'âge de 10 ans au foyer familial puisqu'elle le quitte en compagnie de sa mère. Elle le quitte pour entrer très vite au théâtre. Dès 1797, elle va sans doute monter sur scène dans de très petits rôles travestis pour aider sa mère à gagner sa vie. Et puis, même si elle ne dit pas de texte alors, elle entend jouer autour d'elle et elle vit dans un monde où circulent des textes grands ou moins grands. Et ceci va être l'essentiel de sa vie jusqu'en 1823, avec des périodes d'interruption, 1823, moment où elle cesse définitivement de jouer. Alors, cette expérience du théâtre implique une relation à une tradition écrite. Il faut bien sûr lire les vers ou la prose pour apprendre les rôles, mais une tradition écrite de transmission orale, à la fois dans l'apprentissage et les répétitions, et bien sûr au moment du jeu sur la scène. Pendant très longtemps, tout texte pour Marceline Desbordes-Valmore, en vers ou en prose, est portée par la voix, celle des autres d'abord, la sienne ensuite, et la sienne accompagnée de la conscience, de l'écoute et de la réception. La lecture n'est donc pas, ou pas seulement, une expérience solitaire. Et puis, le théâtre est aussi pour elle un lieu de rencontre et de formation d'acteurs, d'auteurs, de critiques, un lieu de sociabilité, par exemple dans les loges avant et après le spectacle. Et on sait, d'après les quelques témoignages dont on dispose pour cette période, que Marceline Desbordes-Valmore, vive, charmante, nouait volontiers des relations et aussi savait s'ouvrir au conseil qui lui était donné, en particulier au conseil de lecture, sans doute de façon très ouverte et sans a priori, mais à cela, elle ajoute bientôt une volonté de formation plus systématique. Alors cela, on en a vraiment une indication extrêmement précise grâce à une lettre à son frère, Félix, écrite en 1819, à propos de l'éducation de leur nièce commune, Camille, la fille de son autre sœur Eugénie. Et donc, Marceline Desbordes demande à son frère de transmettre un certain nombre de recommandations. Mon cher Félix, dis à Eugénie que j'ai été bien charmée de l'écriture de Camille, qu'elle lui fasse faire pour son orthographe ce que j'ai fait moi-même, c'est-à-dire copier, beaucoup copier, des livres imprimés. Cette méthode est excellente quand on ne peut avoir de maître, et cela vaut d'ailleurs presque autant. Qu'elle choisisse 2 livres pour cet usage. Télémaque de Fénelon, dont le style est si pur, si persuasif et si clair qu'il rendrait bon un méchant, et les fables de La Fontaine, qui renferment ce que la poésie a de plus délicieux, et qui sont d'un genre si naïf et si gai qu'on voudrait avoir l'humeur moulée dessus. Ce petit travail amusera Camille et l'instruira. Alors, on voit ici d'abord une tante attentive de loin à l'éducation de sa nièce, mais aussi une méthode de formation qui est celle dont elle s'est dotée elle-même, et des choix. Et donc des choix classiques
Télémaque et La Fontaine, qui est certainement une lecture très importante de Marceline de Bordes-Valmore et qui lui inspire ce goût de la fable ou du conte en vers, deux formes que l'on trouve assez largement dans ses premiers recueils. Enfin, ce sont des pièces qui sont en général concentrées à la fin de ces recueils. Donc, désireuse d'élargir sa culture, elle étudie aussi la musique et apprend la guitare, ce qui lui permet d'élargir son répertoire chanté et d'accompagner les pièces qu'elle écrit pour le chant. Elle élargit sa connaissance des langues en apprenant l'anglais, notamment quand elle est à Bruxelles, auprès d'un professeur dont elle prend des leçons et à qui elle sera longtemps reconnaissante et fidèle. Par la suite, elle va adapter des poèmes ou des contes en prose de l'anglais, y compris d'ailleurs en espérant pouvoir tirer quelque argent de cela pour mieux subvenir aux besoins de sa famille. Et on la voit aussi plus tardivement participer à un volume collectif sur les héroïnes de Walter Scott. Donc voilà, lire l'anglais et accéder à cette culture n'allait nullement de soi dans la position qui était la sienne. Elle l'a visiblement voulu, avec acharnement. Et puis, elle lit aussi ce qu'écrivent les artistes qu'elle rencontre et les livres dont ils parlent. Et donc, cette expérience va aller s'élargissant au fur et à mesure qu'elle est plus connue et reconnue. Et souvent, telle référence qui paraît surprenante ou étrange dans ses poèmes, dans ses premiers recueils, peut s'expliquer par une rencontre. On se dit, ah oui, elle a certainement entendu parler de cet auteur ou de ce livre par un acteur ou par un auteur rencontré. Alors, accueillant tout, elle a néanmoins un sens assez précis des hiérarchies et des valeurs. Et on le voit très bien quand elle répond en 1818 à son premier éditeur, François Louis, avec qui elle est en correspondance parce qu'elle prépare la publication de son premier livre. Elle hésite d'ailleurs alors à se lancer dans la publication, elle doute de l'intérêt de ses poèmes, et en réponse au conseil de François Louis, que malheureusement on ne connaît pas parce qu'on n'a pas la lettre à laquelle elle répond, elle proteste. Vous m'offrez en exemple Camoens et Milton. Je vous demande un peu plus de pitié. Me croyez-vous si malade pour user de remèdes si violents? Il faut ménager ce qui est faible. Alors, on ne doit pas comprendre là qu'elle se juge trop faible pour lire de grands poètes, mais qu'elle est elle-même trop faible poète pour accepter d'être comparée à ces grands exemples. Et cet échange épistolaire montre que François Louis n'avait pas, quant à lui, trouvé absurde d'y faire référence, que donc il les lui supposait connues ou que, en tout cas, il supposait qu'elle serait intéressée par leur lecture. Donc cette référence à un poète portugais du XVIe siècle et à un auteur anglais du XVIIe, qui a une influence considérable sur les romantiques français, que Chateaubriand a traduit, par exemple, cette référence montre la curiosité qui est alors celle des romantiques pour les littératures étrangères, qui circulent dans toutes sortes de traductions et d'adaptations. Et on peut penser que Marceline Desbordes-Valmore, comme beaucoup de femmes, y est d'autant plus ouverte qu'elle n'a pas par ailleurs un fort enracinement dans la culture grecque et latine, puisqu'elle n'a pas appris les langues mortes. Donc, cette diversité de sa culture, on peut dire de briques et de broc, mais ensuite approfondie et travaillée, va se diversifiant, y compris dans les moments où elle peut participer à la vie de salon, par exemple à Rouen dans les années 10 ou à Bordeaux dans les années 1820. Mais bien sûr, on a peu accès à cela parce qu'elle n'en parle jamais longuement dans sa correspondance. Euh, Elle manque de temps, d'abord comme comédienne et puis ensuite comme mère de famille, mais aussi elle ne pose pas, rappelons-le, à la femme de lettres ou à la charmante lettrée. Donc c'est seulement à travers des allusions, des références, des façons de dire ou de brèves citations que l'on mesure qu'elle vit dans un monde où les livres sont présents, circulent et comptent. Et puis, s'enhardissant, elle va ensuite faire état publiquement de ses lectures, et c'est notamment le cas dans le recueil des pleurs,
1833, donc ce recueil le plus romantique, où elle sacrifie de façon assez exceptionnelle à la pratique romantique de l'épigraphe. Donc sur 67 poèmes, 60 sont précédés d'une, deux ou trois citations. Et c'est intéressant parce que ces citations posent d'une certaine façon dans l'ouvrage et veillant sur lui une communauté littéraire d'élection. Et là, c'est très éclectique et définit bien sa position. On y trouve de tout, du sacré, l'Ancien et le Nouveau Testament, l'imitation de Jésus-Christ, et du profane. Des auteurs non identifiés, peut-être volonté de faire entendre la voix des anonymes de sa part, et des auteurs connus et très connus. Le présent, largement dominant, mais aussi le passé, parfois passé récent, Chénier par exemple, ou parfois passé très lointain, Euripide. Des femmes, en nombre plus important que dans la moyenne des jeux d'épigraphes, en particulier des femmes du passé, Louise Labbé, Madeleine Desroches, et puis bien sûr beaucoup d'hommes, ses contemporains, dont certains sont des amis, Latouche, Balzac, mais pas tous. Et aussi une place faite à l'étranger, notamment Byron et Goethe. Donc on voit qu'elle ne s'en tient pas aux hiérarchies admises, mais on voit aussi qu'elle a de plus en plus conscience de faire partie, à sa façon, peut-être à la marge, de ce monde de la littérature, des livres imprimés et de la poésie. Et ce livre, comme tout son univers, est bruissant de voix et de textes. Alors, un pas encore au-delà, elle commente parfois plus précisément certaines de ses lectures et parfois s'adressant aux auteurs eux-mêmes intéressés. Un de ses interlocuteurs les plus remarquables dans ce domaine et un de ceux à qui elle fait la plus grande confiance, c'est Sainte-Beuve, le grand critique du temps, mais qui est devenu un ami proche de la famille. Alors, on peut citer, par exemple, mais je ne vais pas la lire parce que ce serait à la fois long et complexe à commenter, une très belle lettre qu'elle lui écrit le 25 avril 1843 à propos d'un poème, car Sainte-Beuve était poète aussi, on l'a beaucoup oublié. Donc, un poème intitulé Maria, qui a paru dans la Revue des Deux Mondes, que tout le monde lit à ce moment-là, et dont elle décrit la lecture qu'elle en a faite, lecture, cela ne vous surprendra pas, en famille, avec deux de ses trois enfants, adolescents ou jeunes adolescents autour d'elle. Et elle décrit l'émotion suscitée par ce texte, sur elle-même, bien sûr, qui en est bouleversée, mais aussi sur Inès, sa plus jeune fille, qui, dit-elle, ne lit rien, mais qui l'a lu 5 fois, et sur Hippolyte, son fils aîné, qui apprend le dessin et la peinture, il fréquente un temps l'atelier de Delacroix, et qui, ému par le poème de Sainte-Beuve, commence un tableau inspiré par le sujet. Donc, de nouveau, on a ce témoignage d'une lecture partagée, où cette fois-ci, elle est en position active et à l'initiative, et non plus en position d'écouteuse. On trouve aussi dans ces recueils publiés quelques poèmes qui portent témoignage de ses expériences de lecture, où elle apparaît en lectrice émue ou admirative et qui constituent évidemment des hommages publics à ceux qui l'ont touchée. Soit qu'il s'agisse de poètes morts jeunes, sur lesquels elle souhaite attirer l'attention des lecteurs, soit qu'il s'agisse de manifester plus largement une admiration. Certains de ces poèmes portent même de façon assez frappante le titre Au livre de. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle semble s'adresser au livre plus qu'à son auteur ou au poète qui l'a écrit, convoquant encore le moment de la lecture et l'émotion de l'expérience de lecture. Alors, en particulier, c'est le poème Au livre des consolations de Sainte-Beuve, encore, et Au livre de Léopardi. Donc Léopardi est un poète italien mort en 1837 que probablement elle avait lu par l'intermédiaire de Sainte-Beuve,
ou à travers des articles et des traductions du temps. Et ce poème est intéressant parce que Leopardi peut paraître aussi éloigné qu'il est possible de l'univers de Marceline Desbordes-Valmore, et on voit vraiment quelque chose d'un dialogue qui s'esquisse dans le poème, d'un dialogue partagé entre admiration et désaccord. Le poème insiste sur le sombre désespoir et l'incrédulité qui marquent les canti du poète italien. Et en même temps, à la fin, elle oppose à cet univers une sorte de promesse passionnée de foi dans l'avenir et dans un au-delà, dans le dernier quatrain. Donc ici, elle parle au livre, avec le livre, et bien sûr, du livre au lecteur et avec ses lecteurs. Alors, il est temps peut-être d'essayer d'esquisser ce que serait la bibliothèque de Marceline Desbordes-Valmore, hein, bibliothèque atypique, nomade ou buissonnière, si on veut reprendre un de ces mots, en rappelant, pour commencer, donc, la part qu'il faut y faire des traditions orales et aussi de genre léger qu'on n'ose pas toujours mentionner, tout ce qui vient de la romance, de la chanson, du vaudeville ou de l'opéra comique. Passé cela, les classiques y occupent bonne part, on l'a vu, Fénelon, mais aussi bien sûr les grands auteurs de théâtre qu'elle a joués, Racine, omniprésent, hein, qui marque tant ses premières prises de parole poétiques, Corneille, Molière, La Fontaine encore, et Pascal. Hein, et on pourrait dire que dans le motif du roseau, image qui revient à plusieurs reprises dans des séquences très frappantes de sa poésie, euh, il y a comme un souvenir conjugué à la fois de La Fontaine et de Pascal. Et puis, bien sûr, c'est une femme de son temps, donc elle cite aussi beaucoup les romantiques, Lamartine, Hugo, avec qui elle dialogue, à qui elle dédie des poèmes, qui lui ont dédié des poèmes, et qu'elle a tant lu qu'on sent que parfois, elle, non pas elle les cite, mais elle les réécrit, elle les mobilise, parce qu'elle est imprégnée de leurs paroles. Elle lit également beaucoup des littératures étrangères, notamment allemandes et anglaises, et puis, au-delà, et c'est plus frappant, elle semble très intéressée par les littératures extra-européennes qui lui parviennent, on ne sait pas toujours bien comment, à travers probablement les périodiques du temps ou bien le relais de la critique. Alors, on en a une preuve extrêmement célèbre et éclatante, c'est son poème tardif Les roses de Saadi, qui réécrit en vers un apologue du poète persan du XIIIe siècle, Saadi. Et là, on peut à peu près situer l'itinéraire qui l'a amené à le lire, et on sait que cette lecture est étroitement partagée avec Sainte-Beuve, encore une fois. Mais nous verrons en conclusion un autre exemple beaucoup moins connu d'ouverture curieuse aux traditions culturelles extra-occidentales. Et donc, j'en viens à trois exemples d'inscription de la lecture dans son œuvre, moins connus que ceux dont nous avons parlé jusqu'à présent. Le premier voudrait essayer de vous montrer combien des lectures sont présentes sans être forcément toujours identifiables, et ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas citées ni commentées qu'elles n'ont pas joué un rôle fondamental. Mon premier exemple sera emprunté à une séquence de son enfance bien connue puisque la poète y est revenue plusieurs fois en vers et en prose. Il s'agit de ce moment où, petite fille, pendant la Révolution française, la fillette donc est attendrie par le sort d'un vieux prisonnier détenu dans la prison qui se trouvait dans les remparts de la ville de Douai. Donc elle l'apercevait à sa fenêtre quand elle allait jouer dans les fossés avec d'autres enfants ou avec son frère. Ayant beaucoup entendu parler de la liberté dans les discours du temps, elle décide de partir avec son frère, du moins quel est le récit qu'elle fait, pour aller chercher cette liberté et pour la ramener aux vieux prisonniers dont le malheur solitaire les désole. Mais évidemment, les petits fugitifs sont rapidement arrêtés.
dûment ramenés à leur mère, qui va chapitrer la petite fille dans la longue séquence qui termine le poème intitulé La vallée de la Scarpe, publié d'abord en revue, puis dans les poésies de 1830. Donc, dans un premier temps, vous allez y percevoir tout ce qui porte trace du contexte révolutionnaire et même des discours révolutionnaires qui exaltent le culte de la déesse Liberté. De la déesse, un jour, tu me montras l'image. Ô Dieu, qu'elle était belle. Arrivais-tu des cieux, Liberté, pour ouvrir et pour charmer les yeux? Dans nos temples d'alors, on te rendait hommage. Partout, l'encens, les fleurs, l'or mûri des moissons, les danses du jeune âge et les jeunes chansons, partout l'étonnement, le doux rire des grâces, partout la foule émue à genoux sur tes traces. Et je voulais courir pour le vieux prisonnier, te chercher par le monde où l'on t'avait revu, te demander pourquoi, dans nos champs revenus, à bénir ton retour, il était le dernier. Donc, pendant longtemps, les biographes ou les commentateurs qui se sont arrêtés à cette séquence ont souligné combien les enfants étaient soumis à l'idéologie révolutionnaire du temps et on les imagine donc entourés de discours. Mais à bien écouter ce récit, on se rend compte qu'il transpose une toute autre lecture et un tout autre modèle. Il s'agit du récit de la vie de Thérèse d'Avila. Donc, d'abord dans son autobiographie, puis dans les nombreux récits de vie de la sainte qui ont largement circulé depuis la fin du XVIIe siècle en France. Thérèse y raconte comment, enfant, elle enviait le sort des martyrs qui achètent de leur souffrance la possibilité de séjourner éternellement en présence de Dieu. Et donc, elle conçoit avec son frère le projet de partir, porter la bonne parole chrétienne et probablement mourir dans d'atroces souffrances au pays des morts. Alors, je ne vais pas lire cette séquence, elle est tout au début de l'autobiographie et vous la retrouverez aisément. Vous voyez bien la parenté étroite entre les deux expériences, frères et sœurs lisant à part ou entendant, pour les discours révolutionnaires, à part exalter des valeurs religieuses ou politiques qui sont partagées par leur famille et leur communauté, y adhèrent avec toute la naïveté enthousiaste de l'enfance et veulent les mettre immédiatement en pratique. Donc, ceci suffirait pour rendre certaine l'identification du modèle, mais on peut encore la confirmer quand on voit que Thérèse d'Avila est citée non pas dans ce poème, mais ailleurs, explicitement dans un autre poème de l'enfance intitulé Albertine. Donc ce poème consacré à la très chère amie, malheureusement morte jeune, de Marceline, dont elle fait une véritable sœur d'élection. Eh bien, dans ce poème, Albertine, elle évoque les constructions fragiles que Thérèse faisait encore avec son frère dans le jardin où elle jouait enfant. Et une note vient cette fois identifier l'origine de l'anecdote, donc parce que probablement la poète veut être sûre qu'on la comprend bien et aussi souhaite probablement faire état d'une lecture qui a compté pour elle. Donc, la note dit ceci: on sait que Sainte Thérèse, enfant, bâtissait des petits ermitages qu'elle priait son frère de construire avec elle pour s'y retirer du monde qui lui faisait peur, bien qu'elle l'aimât, et qu'en trouvant toujours ces asiles tombés et démolis par la pluie, elle pleura. Donc on voit une sorte de lecture enfantine du récit d'une enfance qui s'inscrit dans une œuvre de façon parfois reconnaissable et parfois non. Et on en vient à se dire que la bibliothèque de Marceline Desbordes-Valmore est très éclectique, mais aussi elle opère des fusions, des rapprochements, des superpositions entre des modèles que notre culture plus lettrée et savante nous a souvent habitués à penser séparément. Culture sacrée, culture profane, progressiste, conservatrice, savante, populaire, en prose et en vers,
tout ceci est assimilé comme une nourriture indispensable par l'enfant d'abord, puis la poète, et tout ceci passe dans ces vers, parfois mis en avant et parfois tant assimilé que on ne l'identifie pas forcément. Pour finir, j'évoquerai brièvement deux scènes de lecture où il est encore question d'apprentissage de la lecture, d'enfance et aussi de liberté. Le premier est un texte en vers dédié cette fois-ci à Inès, où le mot livre apparaît encore dans le titre du poème. Donc c'est un poème publié dans Pauvres fleurs, le livre de ma fille Inès. Dans ce livre, contrairement à ce que le titre annonce, la poète commence par évoquer l'enfance d'un petit garçon, petit écolier modèle dont la mère est particulièrement fière. Mais un jour, catastrophe, l'enfant est absent à l'école, ce qui indigne le maître. Donc je vais lire quelques vers avant le passage que vous avez sous les yeux. Renée, c'était l'abeille et jamais buissonnière. Un jour, un seul, son banc le réclama longtemps. C'est la première fois. Sera-ce la dernière? Cria le maître aigri dans leur prisonnière. Et les plus paresseux riaient, fiers et contents. Ce jour-là, au rayon d'un soleil coureur d'ambre, on trouva deux enfants que l'on croyait perdus. Un saule aux bras ouverts leur a servi de chambre, et sur le blanc tapis que leur a fait descendre, on dirait de leur toit deux ramiers descendus. Le plus grand, c'est René. Le plus beau, c'est ma fille, ange rôdeur qui boude à s'instruire avec nous, qui va cacher son livre au fond de la charmille, qui ne veut point l'école au sein de la famille, qui se choisit un maître et l'écoute à genoux. Cendrillon les absorbe. Ils ont, contre la bise d'une haleine d'enfants l'innocente chaleur, l'un par l'autre emportés de surprise en surprise, René veut qu'on épelle et ma fille qu'on lise tout, comme on veut d'un chant voir la dernière fleur. Ce poème, dans lequel vous avez sûrement été sensible aux reprises de motifs précédents, apporte un témoignage assez exceptionnel sur une lecture enfantine partagée, non à l'école, mais à la marge de l'école et de la famille. Elle montre donc comment se construit le devenir enfantin à partir des communautés d'appartenance et contre elles ou à côté d'elles, à partir de l'apprentissage scolaire et de la tradition écrite, mais dans une appropriation, et aussi dans la proximité de la fille et du garçon, ici absolument à égalité, simplement avec des points de vue différents sur la lecture et sur le monde. René, bon élève, veut qu'on épelle, comme il l'a appris, et la petite fille curieuse qui refuse de se soumettre au schéma d'autorité veut, avec avidité, qu'on lise tout. Cette scène est absolument merveilleuse et rare dans la littérature du temps. Malheureusement, à la fin du poème, elle est suivie d'une morale et d'une sorte de prière de la mère qui a assisté à tout cela, qui distingue de façon si marquée et pour nous si conservatrice le regard sur la fille et le regard sur le garçon et les modèles d'éducation qu'il convient d'adopter avec l'un et avec l'autre, que j'ai choisi de ne pas la lire aujourd'hui. Donc, si vous en avez la curiosité, ce poème se situe dans le recueil Pauvres fleurs. La dernière séquence sera consacrée à un conte en prose très peu connu et probablement très tardif de rédaction de Marceline Desbordes-Valmore, puisqu'elle ne l'a pas publié de son vivant, ou du moins une première publication en périodique n'a pas encore été retrouvée. Il paraît à titre posthume dans Les contes et scènes de la vie de famille dédiés aux enfants par Madame Desbordes-Valmore, donc publié par son mari et son fils après sa mort. Et ce conte s'intitule Le Petit Chinois. Je ne vais en lire que la première partie avec quelques coupes et
la phrase de conclusion. Un très jeune enfant, devenu plus tard l'un des hommes les plus éminents de ce monde, avait, dès l'âge le plus tendre, le goût de la réflexion et de l'enseignement si développé qu'il s'efforçait d'apprendre aux autres enfants ce qu'ils ignoraient et ce qu'ils venaient récemment de comprendre. Il mettait à montrer sa science toute nouvelle, tant de bon vouloir et de douceur qu'il n'était pas difficile de prévoir qu'un jour ce petit Chinois, car c'était un Chinois, captiverait l'attention des plus distraits et deviendrait le flambeau des plus aveugles. Il n'avait pas 3 ans que, s'étant aperçu de l'intelligence muette de son chat, qu'il aimait tendrement, il se mit à désirer profondément son émancipation. Il s'attristait de ne recevoir de lui que des miaulements confus, inintelligibles, au lieu de réponses claires et précises qu'il eût souhaité obtenir en retour des choses tendres qu'il lui adressait. Car le chat, chinois comme lui, le regardait avec ses yeux verts fendus de noir et semblait le comprendre parfaitement. On le vit donc plus d'une fois gravement assis sur le seuil de la maison, tenant sur ses genoux l'animal blanc cher à son cœur et qui se montrait docile, assez intelligent même pour se prêter au dessein de son jeune supérieur à figure humaine. Il lui abandonnait moelleusement la patte que l'enfant promenait sur un livre ouvert en l'arrêtant sur chaque caractère des leçons qu'il venait d'apprendre. Puis, il lui disait doucement : « Assez pour aujourd'hui. Demain, tu essaieras encore de mieux dire et d'en retenir davantage, car j'ai mis bien des jours pour apprendre ce que je t'enseigne. » Et le chat, délivré, étirait toutes ses pattes heureuses et, allongeant voluptueusement le cou, se mettait à dormir aux pieds du petit Chinois rêveur. L'enfant s'appelait Confucius. On ne saurait mieux dire que on apprend à lire à ceux qu'on aime et que l'on apprend à aimer dans la lecture. C'est probablement une des grandes leçons que l'on peut retenir de la fréquentation de Marceline Desbordes-Valmore et de celle de sa bibliothèque buissonnière. Ce texte est très étonnant et pour le moment, je n'en ai pas identifié la source. Elle témoigne en tout cas largement du goût de Marceline Desbordes-Valmore pour les cultures étrangères, même lointaines, euh, avec, c'est plus net lorsque l'on lit la totalité du conte, un mélange très intéressant dans le traitement de ce petit Chinois, d'insistance sur l'éloignement et la différence, et d'insistance sur le commun propre de l'humanité. On voit aussi ici qu'elle se faisait une image assez libre et inventive de la littérature pour enfants, et peut-être est-ce une des raisons pour laquelle elle a eu plus de mal à publier ses textes pour enfants à la fin de sa vie, sous le Second Empire. Alors, la morale de ce conte est très clairement que l'amour de la lecture est la voie de la sagesse. Mais notre jeune sage en herbe se caractérise, encore une fois, de façon ici particulièrement frappante, par sa volonté de partage, puisque cette volonté s'étend jusqu'aux animaux, probablement, le chat étant un des êtres les plus aimés de son proche entourage. Cette leçon de lecture en chinois donnée au chat contient aussi un mot très important qui montre combien Marceline Desbordes-Valmore s'inscrit dans les aspirations sociales et politiques de son temps, c'est le mot émancipation. Lorsque le petit Confucius s'est aperçu de l'intelligence muette de son chat, il se met à désirer profondément son émancipation. Émancipation, c'est un grand mot du programme de la Révolution de 1848 que Marceline Desbordes-Valmore a suivi avec beaucoup de sympathie et d'espoir, suivi évidemment de déception. Donc, telle est aussi une des leçons de morale, moins évidente, mais certainement très perceptible à la lecture pour des contemporains, que cette aspiration à l'émancipation de tous par la lecture. J'espère, en ces quelques mots, vous avoir donné envie d'en lire plus et vous avoir fait partager un petit peu de la bibliothèque buissonnière de Marceline Desbordes-Valmore.
Je vous remercie de votre attention.